Bonjour Michel Salov-Coste, vous dirigez l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants. Merci de nous recevoir. On a déjà parlé dans les vidéos précédentes de votre voyage autour du monde pour voir les différents écosystèmes innovants de l'hémisphère nord que vous avez réalisé ces 2 dernières années. Aujourd'hui, je crois que vous avez le projet de faire un nouveau voyage, mais cette fois dans l'hémisphère sud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et quelles sont les premières esquisses qui se dégagent pour ce voyage? Alors, oui, tout à fait. L'hémisphère nord, pourquoi l'hémisphère nord? Parce qu'on a été mené là, j'allais dire par le bout du nez, mais c'est plutôt de l'humour, à cause des critères qu'on avait identifiés pour choisir ces lieux. C'était les lieux les plus dynamiques de la planète, mais en même temps, ils ont tous un biais, c'est de partager à peu près la même idéologie, et aussi, c'est des lieux qui réussissent, où il y a beaucoup d'argent, où il y a beaucoup de compétences. C'est des lieux aussi qui sont très concentrés. Mais est-ce qu'il y a sur la planète d'autres logiques? Et ça, on en trouve beaucoup plus dans l'hémisphère sud. Par exemple, l'Afrique est en train de se développer sur une logique très différente de la Silicon Valley, c'est le cas de le dire. Par exemple, on parle d'innovation frugale, c'est-à-dire qu'autant sur l'hémisphère nord, ces endroits sont consommateurs d'investissements massifs. Autant en Afrique, on a toute une nouvelle innovation, parfois beaucoup plus simple, qu'on appelle frugale, parce qu'elle n'implique pas beaucoup d'argent. Par exemple, on va simplifier un téléphone et l'amener à un prix beaucoup plus basique, ou alors on va créer un puits en utilisant des panneaux solaires pour remonter l'eau. Des choses où, en fait, on recycle de la haute technologie, parce qu'un panneau solaire, aujourd'hui, c'est de la haute technologie, mais on le recycle dans un système robuste et simple qui va faire qu'on va avoir un effet de levier humain, social, économique, mais aussi écologique, positif. Et je pense que la côte, tout l'hémisphère sud, toute cette hémisphère est beaucoup plus porteur de projets à la fois écologiques, sociaux et économiques que le restant du monde. Parce que justement, ces questions de développement, certes économique, mais aussi humain et écologique, se posent surtout là. Alors, il y a aussi un autre sujet que j'aimerais aller explorer sur l'hémisphère sud, qui est très spécifique de l'hémisphère sud. C'est des écosystèmes aussi. C'est des écosystèmes naturels. D'accord. C'est-à-dire les grands parcs comme l'Amazonie, les grands espaces sauvages encore préservés, les forêts primaires, qui constituent des écosystèmes naturels. Et je pense qu'on a énormément à apprendre d'eux. D'accord. Et quel lien vous faites avec les écosystèmes innovants? C'est que vous allez observer l'innovation telle qu'elle se passe dans la nature, ou enfin la façon dont la nature évolue, Voilà. C'est ça? Oui, c'est une des dimensions clés de l'innovation, c'est le biomimétisme, c'est-à-dire d'aller étudier comment la nature fait. Et effectivement, on s'aperçoit très vite que effectivement, les écosystèmes naturels sont des écosystèmes innovants parce qu'ils sont constamment en évolution. C'est là où d'ailleurs le concept de préservation est pas évident, parce que si vous voulez, par exemple, si vous voulez préserver une certaine zone géographique et que d'abord toutes ces zones n'arrêtent pas d'évoluer de manière systémique avec leur environnement, et puis en plus le seul fait d'introduire une nouvelle espèce, par exemple, vous remettez un loup dans un écosystème naturel où il y a 2-3 siècles le loup était présent, eh bien vous allez remodifier toute la faune, la flore, même la flore, parce que le loup interagit avec l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème et donc modifie complètement la vie sur ce lieu. Donc c'est très intéressant la question de ces écosystèmes naturels, comment on les préserve dans leur aspect sauvage, entre guillemets, alors même ce qu'on appelle sauvage ou naturel, ou enfin c'est des concepts qu'il faut questionner, parce que qu'est-ce que c'est
écosystèmes sauvages, alors que de toute façon, l'humanité a déjà transformé ces écosystèmes depuis des millénaires. Même les plus sauvages ont été transformés par cet animal extraordinairement prédateur qu'est l'homme. D'accord, donc en fait, travailler sur des écosystèmes humains, peut-être avec une innovation plus frugale, aller essayer de comprendre un peu davantage comment la nature elle-même évolue, innove, fonctionne. Et ça, vous en attendez à un travail que vous comptez confronter avec l'innovation de l'hémisphère nord comme complément, comme alternative. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la façon dont les deux allaient se croiser? Je pense que c'est un peu comme la matière et l'antimatière. Plus j'étudie l'hémisphère nord et plus j'étudie l'hémisphère sud, il y a vraiment une dimension antinomique entre les deux. Bon, d'abord, on est dans des situations complètement différentes. Il y a un hémisphère qui est hyper développé, l'autre qui est sous-développé. Il y a une partie où il y a des grands espaces naturels encore vierges, mais qui sont paradoxalement en train de devenir des richesses extraordinaires pour le futur de l'humanité, peut-être beaucoup plus que les écosystèmes innovants, parce que si l'humanité connaît des difficultés importantes écologiques dans les prochaines années, ces écosystèmes naturels deviennent des espaces de survie et on en dépend tous pour notre survie. Donc en fait, ça devient de la haute technologie. Et puis même toute la théorisation de ces écosystèmes naturels, ça fait partie de la science moderne. Et puis alors, j'aimerais aussi voir d'autres mentalités et comprendre ces mentalités, etc. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit, les écosystèmes innovants de la planète, ils sont quand même très marqués culturellement. Et je pense qu'en s'enfonçant dans l'hémisphère sud, on tombe dans toute une série de cultures moins marquées par la civilisation, beaucoup plus hétérogènes. Et notamment, j'aimerais étudier les peuples premiers qui me semblent constituer un savoir extrêmement intéressant pour comprendre le devenir de l'humanité tout entière. Et aussi la manière dont les peuples premiers ou les cultures premières qui semblent, plus on les étudie, plus on s'aperçoit qu'elles constituent un tout à la fois différencié mais intégré. Et ce tout, ce tout culturel qui se développe sur la planète pendant environ 1 million d'années, va constituer les racines en fait des grandes religions. Donc pour comprendre les grandes religions qui traversent notre planète, il faut revenir à ces cultures premières qui, il faut jamais l'oublier, sont non seulement plurisséculaires, mais plurimillénaires. Alors la Chine, dans ce sens-là, est très intéressante, puisqu'on a une culture, les isiogrammes, c'est 10 000 ans. Et la Chine se construit effectivement directement en s'arracinant, par exemple, le taoïsme. C'est une sorte de concentré du chamanisme, en fait. Mais transformé en quelque chose de très sophistiqué culturellement. D'accord. Et du coup, est-ce que ça signifie pour vous et votre équipe que vous allez devoir travailler avec des méthodes peut-être un peu différentes ou adapter parce qu'on ne parle peut-être pas de la même façon avec un start-upper de la Silicon Valley et avec un représentant d'un peuple premier, pour prendre l'exemple que vous donniez. Est-ce que vous imaginez un travail très différent de ce que vous avez déjà fait sur les écosystèmes Oui, je pense qu'on va aller... D'abord, on va avoir plus le temps de le préparer. Bon, en même temps, le premier hémisphère nord, en fait, je le préparais depuis 30 ans, puisque je travaille sur ces questions d'innovation depuis 30 ans. Donc, j'étais déjà allé dans plusieurs écosystèmes, notamment la Silicon Valley, que j'avais étudié pendant près de 20 ans. Donc, si vous voulez, en fait, le premier voyage, il coulait de source, vu la thématique innovation. Là, on prend un peu le sujet à rebrousse-poil. Donc je pense qu'on va pouvoir le faire de manière très, très différente. Et je pense que le rapport au temps, par exemple, n'est pas du tout le même. Dans les écosystèmes les plus innovants de la planète, on est dans un hyper-temps, dans un temps très rapide. Je pense que dès que vous rentrez dans des cultures plus traditionnelles, le temps est complètement différent. Et vous ne pouvez pas avoir accès à ces cultures si vous êtes pressé. Vous rebondissez immédiatement. Si vous allez voir un chaman et vous dites quel est votre pitch, dites-moi en 2 minutes comment vous allez gagner de l'argent en lançant un produit dans le monde entier, il vous regarde comme ça. Tout ce que vous dites n'a aucun sens pour lui. Il ne cherche pas à faire un produit, il ne cherche pas à pitcher, et il n'est pas pressé.
Et il faut que vous rentriez au contraire dans sa lenteur, dans son temps, dans son espace, sinon la communication est juste coupée. Donc je pense qu'il va falloir que nous nous ralentissions après nous avoir accéléré. Alors c'est des exercices pas évidents. C'est des exercices qui impliquent aussi tout l'être et qui sont aussi des exercices de développement personnel et où d'ailleurs la pensée intégrale est intéressante parce qu'en fait c'est aussi des voyages dans des systèmes de représentation et des logiques complètement différentes. Ok. Très bien. En conclusion, avant de nous laisser, est-ce que vous avez déjà quelques pistes de pays comme ça pour donner un peu le goût du voyage à ceux qui nous écouteront? Selon nos habitudes, on va faire le plus possible. On avait fait l'hémisphère nord en allant vraiment dans 20 endroits différents. Bon, là, on va aller un peu pareil, dans une vingtaine de lieux différents. Donc, il y a l'Amérique du Sud, par exemple, il y a l'Afrique, il y a l'Inde, même si l'Inde, en fait, est un peu plus haut. Mais l'Inde, à mon avis, rentre bien dans cette... Et il y a un cas aussi très intéressant qui est l'Australie. Et aussi, alors peut-être cet endroit qui est une sorte de lieu très mystérieux, je trouve, c'est le Pacifique, avec les îles, avec cette culture très particulière, alors là, qui est à l'inverse que Gauguin a découvert et, en tant qu'artiste. Et qui est un peu l'anti-monde moderne. Un espace de lenteur. Je pense que le point le plus intéressant sur l'hémisphère sud, c'est que les narrations ne sont pas les mêmes, parce que il faut jamais oublier que l'homme, c'est un animal qui se raconte des histoires, en fait, c'est central. Donc, c'est d'aller un peu à la découverte des autres histoires que l'humanité se raconte, parce que là, si on était vraiment dans l'hémisphère nord, on est allé vraiment dans la pensée unique, donc on aimerait aller dans la pensée multiple maintenant. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Michel Salov-Coste. Très bonne journée, au revoir. Merci.